Bonjour, je m'appelle Corinne Coleman, je suis infirmière pour la société CEP suisse et je vais être modératrice pour le webinaire de ce soir. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir la doctoresse Théodin, médecin adjoint pour le service de neurologie et responsable de l'unité neuroimmunologie et nerfs-muscles au CHUV. Donc, donc, la docteure Théodin nous présente ce soir l'actualité des traitements contre l'évolution de la sclérose en plaques, puis nous aurons un moment pour les questions. Suite de quoi, je prendrai 2 minutes pour vous parler de nos futurs cours et formations. Et puis, nous sommes un grand nombre ce soir à suivre ce webinaire, donc ma collègue en coulisses va m'aider à trier les questions. Et puis, si votre question donc n'a pas trouvé de réponse, je reste à disposition via l'infoline. Je vous donnerai les coordonnées à la fin du webinaire. Et puis, du coup, je vais passer la parole et la caméra à la docteure Théodin. Donc, hop, ça prend toujours quelques secondes. Attendez, je donne la caméra. Voilà. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est bon, tout marche. Tout marche, tout fonctionne. Je vois bien votre écran également. Donc, c'est Ok. tout bon. Alors, eh bien, merci pour cette introduction. Bonsoir. Je me permets juste une toute petite correction. Je ne suis pas responsable de l'unité de neuroimmunologie. C'est le professeur Dupaquier qui est responsable de cette unité. Donc, je travaille dans cette unité. Je suis responsable, par contre, de l'unité nerfs-muscles. Voilà, juste pour rendre au professeur Dupaquier ce qui lui appartient. Et voilà, donc on va parler là des nouveaux traitements disponibles depuis ces derniers mois dans la sclérose en plaques. Alors, juste pour rappeler, la sclérose en plaques, c'est quand même une maladie qui a été décrite pour la première fois il y a maintenant 1 siècle et demi, même un peu plus, par le docteur Charcot à la Pitié-Salpêtrière. Et puis pendant environ 1 siècle, il y avait absolument aucun traitement pour cette maladie. Donc les premiers traitements, c'était dans les années 70 et uniquement des traitements pour les poussées en fait. Et puis ensuite, dans les années 80, est apparue l'imagerie par résonance magnétique, les premiers essais avec les interférons bêta dans les années 90, qui ont conduit au développement du bêta-féron, puis de l'Avonex, et puis dans un second temps de l'acétate de glatiramaire ou Copaxone. Vous voyez, c'était peu avant l'an 2000 qu'a été disponible la Copaxone. Donc à cette époque, on avait assez peu d'options, uniquement des injectables et qui étaient certainement efficaces comparé à l'absence de traitement. C'était déjà une grande révolution, mais qui laissait un certain nombre de patients avec des traitements pas totalement efficaces pour contrôler leur maladie. Le premier grand changement, c'était en 2007 avec l'arrivée du Tysabri, qui est accompagné d'un nouveau concept qui est ce qu'on appelle le No Evidence of Disease Activity, c'est-à-dire d'avoir des patients qui, grâce au traitement qu'on leur donne, n'ont aucune poussée ni aucun changement de l'IRM. C'était un concept qu'on n'arrivait pas à atteindre le plus souvent avec les traitements injectables et qui est apparu comme étant possible avec l'arrivée du Tysabri. 2010, c'est le premier traitement oral, le Gilenya. Ensuite, 2014, Tecfidera et Aubagio, d'autres traitements par voie orale. Et puis, depuis, on ne cesse d'avoir de nouveaux médicaments. Vous voyez, jusqu'à maintenant, où on se retrouve parfois certaines années jusqu'à 3 nouveaux médicaments ou plus la même année. Donc, d'énormes changements sur les 15 dernières années. Alors, donc nous, on va pas reprendre tout ça, mais essentiellement, malgré tout, dans ces changements, il n'y a pas forcément des très grandes nouveautés dans les mécanismes d'action, parce que comme on va voir, on a surtout des nouveaux médicaments qui appartiennent à des familles de médicaments qu'on connaît déjà. Alors,
Pour commencer, dans les médicaments oraux, les deux nouvelles molécules qui sont disponibles pour la forme récurrente rémitante, donc avec poussée de la sclérose en plaques, c'est le Zeposia et le Ponvory, qui sont donc ce qu'on appelle de la famille des IMOD. Ça veut dire que ce IMOD réfère à leur mode d'action en fait. Et on a un troisième qui n'est pas en soi vraiment un nouveau, mais qui s'appelle le fingolimod mefa, qui est juste le générique du Gilenya. Donc, c'est-à-dire commercialisé par une autre firme que Novartis et qui, du coup, n'a pas le droit de prendre le nom du Gilenya, qui est le nom de la molécule de Novartis, mais s'appelle du nom du médicament contenu dans le Gilenya. Donc, c'est exactement la même chose en soi. Hein. Et puis, dans cette même famille, pour les scléroses en plaques secondairement progressives uniquement, on a le Mayzent ou Siponimod, qui est donc cette même famille que le Gilenya et qui est aussi un comprimé qui se prend lui aussi une fois par jour. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre ces différents médicaments? Alors, comme je viens de le dire, le Gilenya et le fingolimod mefa, aucune différence en termes d'efficacité, de tolérance. Finalement, la seule différence, j'ai mis aucune, il y en a juste une, c'est le prix du médicament. Le fingolimod mefa est moins cher que le Gilenya, même si suite à la mise sur le marché du générique, le prix du Gilenya a légèrement diminué, mais ça reste quand même plus cher que le fingolimod. Les différences ensuite entre le Gilenya et les deux nouveaux que sont Zeposia et Ponvory, mais en fait c'est que même si le mécanisme d'action global il est le même, le Gilenya a aussi n'a pas un effet que sur les globules blancs qui permettent l'efficacité dans la sclérose en plaques. Il avait aussi une tendance à avoir un effet sur le cœur qui qui fait toujours qu'on doit le commencer sous surveillance hospitalière pour vérifier que la molécule n'induit pas un ralentissement trop fort du rythme cardiaque, voire des troubles du rythme pendant les 6 premières heures qui suivent la première prise. Et en fait, le Zeposia et le Ponvory ont des mécanismes d'action plus sélectifs, ciblés plus spécifiquement sur les globules blancs, et du coup, ils ont moins d'effets secondaires sur le cœur, ce qui conduit à la suspension de la surveillance hospitalière pour la première dose. Donc, il n'y a pas besoin de commencer à l'hôpital, on peut prendre à la maison la première fois. La seule condition quand même, c'est qu'au préalable, on ait vérifié que l'électrocardiogramme est normal et que le patient n'a pas d'antécédent cardiaque connu, parce que là, dans ces cas-là, il faudra quand même faire une surveillance hospitalière. L'autre différence, c'est que contrairement au Gilenya, qu'on commence d'emblée à la dose efficace, Zeposia et Ponvory ont une augmentation progressive des doses avant d'arriver à la dose efficace. Les deux médicaments sont indiqués dans la sclérose en plaques récurrente rémitante. C'est simplement que dans la décision officielle de l'OFSP pour l'autorisation de mise sur le marché en Suisse, le Zeposia est indiqué pour les formes tout venant de sclérose en plaques poussée-rémission, alors que le Ponvory est indiqué pour les formes qu'on va dire actives. Ce qu'on entend par active, c'est d'avoir fait au moins une poussée dans l'année précédente ou d'avoir une IRM qui montre des nouvelles lésions par rapport à une IRM comparative ou bien qui montre des lésions qui attrapent le produit de contraste quand on fait une injection pendant l'IRM. Alors, la dernière molécule de cette famille des IMOD, donc cette grande famille dérivée du Gilenya, c'est le Mayzent. Son nom de molécule, ça s'appelle le Siponimod. C'est un médicament qui, lui, est indiqué dans les formes secondairement progressives de sclérose en plaques. Cette indication a été retenue suite aux résultats d'une étude de phase 3 qui s'appelait l'étude EXPAND, qui a été publiée en 2018 et qui avait montré, comme vous pouvez voir sur ce schéma, sur ce diagramme, en fait, que les patients qui prenaient le médicament ici en bleu, comparé à ceux qui ne le prenaient pas, finalement, quand on regarde leur handicap sur l'échelle des ordonnées, avaient une progression du handicap moins rapide que les patients sans traitement. Donc, vous voyez, 26% des patients qui progressent à 3 ans versus 32% de ceux qui ne sont pas traités. Il y avait un objectif secondaire dans cette étude, c'était de regarder s'il y avait des changements visibles sur l'IRM cérébral chez les patients sous traitement. Et ce qui a été montré, c'est qu'il y avait un léger ralentissement de la progression
de la diminution du volume du cerveau chez les patients sous siponimod comparativement aux patients sous placebo. Alors, malgré tout, quand on regarde un peu en détail les résultats de cette étude, il y a diverses choses qu'il faut noter. C'est que notamment ce médicament, il est surtout efficace chez les patients qui sont encore en phase inflammatoire de leur maladie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est des patients qui sont, bien que dans une forme secondairement progressive de sclérose en plaques, continuent à avoir des poussées ou bien continuent à avoir des nouvelles lésions sur les IRM de suivi. Donc dans ces cas-là, le médicament va être plus efficace que chez les patients qui sont pas dans cette catégorie-là. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir ma souris, mais vous voyez là dans le schéma, ça c'est plutôt en faveur de l'effet du médicament quand le petit losange est du côté gauche, sans différence franche, ou plutôt en faveur du placebo quand c'est du côté droit. Et si le trait qui coupe le losange traverse la ligne ici qui est en face du 1, ça veut dire que l'effet n'est pas significatif. Et on voit que l'effet est d'autant plus net que les gens ont fait des poussées dans les 2 années précédentes ou qu'ils ont une progression rapide du handicap. D'autre part, ce médicament, le siponimod, il a été développé et mis à disposition en même temps que l'Ocrevus pour les formes primaires progressives de sclérose en plaques. Et puis, ça a posé beaucoup de questions pratiques sur le bénéfice de ces thérapies dans les formes progressives. Parce que finalement, quand on regarde les schémas d'efficacité, on a vu là pour le Mayzent 26% versus 32% à 3 ans de progression. C'est quand même pas beaucoup, c'est moins d'un tiers des patients qui voient une différence finalement, et pas beaucoup plus que ceux qui ne sont pas traités. Donc l'effet, il reste assez modéré sur la progression du handicap, et ça malgré le fait qu'il y a eu énormément de patients inclus dans ces études, plus de 1500 patients dans cette étude EXPAND. Plus il y a de patients inclus, plus on a de chances de trouver ceux chez qui ça va marcher. Donc quand vous pensez que le médicament va être faiblement efficace, il faut inclure beaucoup de patients pour essayer de montrer que quand même ça fonctionne. Donc quand on a un effet qui est assez discret alors qu'on a inclus beaucoup de patients, ça veut dire que globalement le bénéfice reste assez modéré de ces molécules. Et la question se posait de est-ce que finalement ceux qui répondent le mieux, c'est pas justement ces patients qu'on vient de voir là, qui sont les patients qui gardent une forme active de leur maladie, donc les plus jeunes et les plus actifs qui étaient aussi inclus dans ces études, comparativement aux patients plus âgés qui font plus de poussées et dont les IRM sont stables depuis des années, où probablement le bénéfice est faible. Donc en pratique, les recommandations, c'est d'essayer le traitement surtout si la sclérose en plaques est encore active, soit du fait des poussées, soit du fait de l'IRM qui continue à montrer des anomalies nouvelles. Si le handicap est pas trop élevé, donc ce score EDSS, ça quantifie la difficulté à la marche et globalement, la limite, c'est ce qu'on retient, c'est souvent d'être moins que 6,5, ce qui correspond à une aide bilatérale permanente pour marcher 20 mètres sans pause. Et puis, bien sûr, il faut réévaluer au bout d'un an l'efficacité du traitement, puis ensuite, chaque année, essayer de faire des mesures de l'efficacité le plus objectif possible pour voir si on obtient réellement une stabilité de la maladie ou pas. Parce que si on n'obtient pas ça, et puis c'est pas toujours facile d'évaluer ça, de voir si ça vaut vraiment le coup de poursuivre le traitement. C'est d'autant plus important que ce Mayzent fait donc partie de la famille du Gilenya et que donc, en tant que même famille que Gilenya, on s'attend au même risque d'effets secondaires. Alors, je passe sur les risques de cancer cutané et d'infections potentiellement graves, mais il y a aussi ce risque d'infection du cerveau lié au virus JC qu'on connaît maintenant assez bien avec le Gilenya et pour lesquels on a assez peu de données encore pour les patients sous Mayzent, mais on sait que plus on est âgé, et les patients qui ont une forme progressive de sclérose en plaques sont des patients plus âgés que ceux qui sont sous Gilenya, plus notre système immunitaire est de base moins performant qu'un sujet jeune, et donc plus le risque potentiel de développer une infection, y compris celle-ci, est élevé. Donc dans la mesure où le bénéfice est relativement discret, on se pose la question de façon très poussée à chaque fois de la nécessité ou pas de donner ce médicament.
C'est quoi les autres effets secondaires? Donc j'ai un peu évoqué ça, mais pour les IMOD en général, donc cette grande famille dérivée du Gilenya. Donc on a déjà un peu parlé, cardiaque, même si avec les nouveaux c'est beaucoup moindre qu'avec le Gilenya ou le fingolimod MEFA. Il peut y avoir avec tous ces médicaments une perturbation des tests hépatiques. De fait, ils induisent tous une diminution de ces globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, ce qui augmente légèrement le risque infectieux, dont chez les sujets de plus de 40 ans, s'ils sont positifs pour le JC, ce fameux risque de LEMP. Un risque de cancer cutané. Les grossesses ne sont pas autorisées parce que c'est un médicament potentiellement tératogène. Et puis on sait maintenant beaucoup grâce au vaccin contre le coronavirus que la réponse vaccinale sous Gilenya, ça n'a pas été étudié sous les autres, mais du fait du mécanisme d'action identique, on s'attend à des résultats similaires, que la réponse au vaccin, elle est très diminuée avec ces médicaments. Enfin, ça c'est encore quelque chose qu'on connaît très bien avec le Gilenya, à réévaluer avec les autres, mais là encore, on s'attend assez peu à des différences. C'est le risque de rebond de la sclérose en plaques à l'arrêt du traitement. C'est quelque chose qui est difficilement prévisible et ça fait que quand on arrête le Gilenya pour quelque raison que ce soit, il y a un risque assez élevé que la maladie reparte de façon encore plus forte que ce qu'elle était avant qu'on commence le Gilenya. Donc avec une ou des poussées sévères et beaucoup de nouvelles lésions sur l'IRM. C'est quelque chose auquel on essaye d'être très vigilant. On sait que les patients qui ont une maladie plus active avant la mise en route du Gilenya sont probablement plus à risque que d'autres de faire ça, mais c'est une décision qui se prend pas à la légère d'arrêter le Gilenya et en général on l'arrête pour un relais vers autre chose. Donc ça on connaît très bien avec le Gilenya. Évidemment on a moins d'informations avec les nouveaux, mais on aura les mêmes procédures de précaution parce qu'on s'attend au même type d'effet à l'arrêt du médicament. Les gros avantages, évidemment, de ces molécules, pour toutes en pratique, hein, c'est que c'est des comprimés par voie orale en une seule prise par jour et que la tolérance immédiate, c'est-à-dire les effets secondaires que le patient va ressentir quand il prend le médicament, il n'y en a quasiment aucun. C'est vraiment un traitement qui est extrêmement bien toléré que tous ces médicaments-là. Donc, en dehors des effets secondaires dont on vient de parler, qui sont plus des effets secondaires au long cours finalement, sur la tolérance immédiate de jour en jour, ce médicament et ces médicaments sont extrêmement bien tolérés. C'est probablement ceux qui ont le moins d'effets secondaires ressentis immédiatement par le patient dans toutes les molécules qu'on a à disposition, ce qui est bien sûr un avantage indéniable. Donc voilà, ça c'est pour la famille des IMOD. Il y a une autre famille qui s'est agrandie, ils sont moins nombreux là, c'est la famille du diméthylfumarate ou le Tecfidera, pardon, avec l'arrivée tout récemment du Vumerity. Alors le Vumerity, en gros, c'est la même chose que le Tecfidera à peu près, hein, c'est une molécule légèrement modifiée, mais là encore qui agit de la même façon, qui a une indication aussi pour la sclérose en plaques poussée-rémission, qui est aussi en comprimé, qui se prend aussi 2 fois par jour. La différence, c'est que la dose elle est progressivement croissante, ce qu'on fait en général souvent avec le Tecfidera, même si c'est pas obligatoire pour essayer de diminuer les effets secondaires. Mais là, cette fois-ci, au lieu de prendre un comprimé 2 fois par jour, quand on arrive à la dose nécessaire, c'est 2 comprimés 2 fois par jour. Donc on commence un comprimé 2 fois par jour et ensuite on passe à 2 comprimés 2 fois par jour qui sera la dose finale, ce qui fait 4 comprimés à avaler par jour finalement, alors que le Tecfidera, c'est 2. C'est quoi l'avantage de cette molécule? En fait, c'est que ça donne moins d'effets secondaires, en particulier digestifs, qui sont nettement moins fréquents avec le Vumerity qu'avec le Tecfidera, et à moindre degré, moins aussi de bouffées congestives. Donc la tolérance immédiate du médicament est meilleure que le Tecfidera. Et pour le reste, c'est tout à fait identique. C'est la même surveillance au niveau du foie, des globules blancs, au niveau du rein. Donc c'est tout à fait pareil. Et l'efficacité est également la même. Donc c'est juste que ce médicament est mieux toléré à la phase d'initiation du Tecfidera, dont on sait que la phase précoce au début peut être un peu difficile sur le plan digestif ou bien des bouffées congestives. Alors une autre famille qui, elle, ne fait que grandir parce que il y en a toujours plus. On a commencé avec le traitement initial qui est le rituximab dans cette famille des anti-CD20. Les premières études avec le rituximab dans la sclérose en plaques avaient été négatives et puis finalement est arrivé l'ocrelizumab qui a montré une efficacité à la fois
dans les formes avec poussée et dans les formes dites primaires progressives. Et puis maintenant, le nouveau dans la sclérose en plaques, il y a aussi d'autres anti-CD20 dans d'autres pathologies encore, mais dans la sclérose en plaques, le nouveau, c'est l'ofatumumab, dont le nom de commercialisation est le Kesimpta. Alors, quelle est la différence entre ces deux produits, Kesimpta et Ocrevus? Alors, sur le mode de fabrication, déjà, il y a une différence, c'est-à-dire que le Kesimpta, c'est donc un anticorps, hein, le médicament est constitué d'un anticorps anti-CD20, le CD20 étant une protéine qui se situe sur les lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B, et quand on perfuse cet anticorps, ça entraîne une destruction des lymphocytes B qui sont complètement du coup absent de la circulation sanguine pendant tout le temps où dure l'effet du traitement. Donc pour fabriquer ces anticorps, l'Ocrevus, c'est ce qu'on appelle un anticorps humanisé, c'est-à-dire qu'on part d'un anticorps de souris et on le fait ressembler à un anticorps humain. Le Kesimpta est un anticorps entièrement humain, donc dérivé d'anticorps humains. La dose de Kesimpta, elle est de 20 mg par injection. J'ai oublié de mettre celle de l'Ocrevus. L'Ocrevus, c'est 600 mg par perfusion. La voie d'administration, elle est bien sûr différente. Le Kesimpta s'administre par voie sous-cutanée en auto-injection. Le patient fait lui-même son injection, donc il n'y a pas besoin de venir à l'hôpital, contrairement à l'Ocrevus, comme vous savez, qui s'administre par voie intraveineuse en hôpital de jour. De fait, la durée d'administration est bien sûr plus courte pour le Kesimpta puisque c'est le temps de faire cette auto-injection, ce qui en tout et pour tout prend une dizaine de minutes contre 4 à 6 heures par perfusion pour l'Ocrevus. La prémédication, il n'y en a pas besoin avec le Kesimpta. Avec l'Ocrevus, avant chaque perfusion, on donne une prémédication anti-allergique pour éviter les réactions liées au produit à la perfusion. Et puis l'indication est légèrement différente puisque le Kesimpta est réservé uniquement aux formes poussées rémission, alors que l'Ocrevus est aussi indiqué pour les formes récurrentes rémittantes ou primaires progressives. Donc les primaires progressives peuvent être traitées par Ocrevus, mais pas par Kesimpta. J'ai oublié de te préciser que le Kesimpta se fait en sous-cutané par injection mensuelle. Initialement, il y a 3 semaines de suite une injection à faire, mais ensuite c'est une fois par mois, contrairement à tous les 6 mois pour l'Ocrevus. Alors, est-ce qu'il y a des études comparatives sur l'efficacité de Kesimpta versus l'Ocrevus dans les formes récurrentes rémittantes? Non, il n'y a pas d'études comparatives, donc on n'a pas eu d'étude qui a regardé si un patient traité par l'un ou par l'autre a la même efficacité sur la sclérose en plaques. On estime que c'est probablement équivalent, mais encore une fois, on ne sait pas en fait. Les effets secondaires, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a quelques données, mais c'est encore un peu court parce que évidemment le Kesimpta il n'est pas disponible depuis très longtemps, donc on n'a pas beaucoup de données au long cours comme on commence à avoir par contre avec l'Ocrevus. Mais il est possible, en tout cas ce qui semble sortir actuellement, c'est qu'il y ait peut-être un peu moins d'effet au long cours sur le système immunitaire du Kesimpta par rapport à l'Ocrevus, du fait qu'il reste moins longtemps dans le sang et qu'il est administré par voie sous-cutanée. Il semblerait que ça pourrait faire que la diffusion du produit est un petit peu différente et que ça impacte moins de façon très chronique le système immunitaire. Ça reste encore des données très théoriques. Ça nécessite de surveiller plus longtemps les patients sous ce traitement pour avoir une réelle idée de savoir s'il y a une différence sur l'effet sur le système immunitaire au long cours du Kesimpta versus l'Ocrevus, parce qu'on sait que sous Ocrevus, au bout de quelques temps, les patients peuvent développer un déficit en anticorps, qui sont des anticorps qui protègent contre les infections. Et ça peut survenir au bout d'un certain temps et c'est quelque chose qu'on surveille régulièrement, en général tous les 6 mois, pour s'assurer que le taux d'anticorps reste suffisant dans le sang. Sinon, ça peut être une indication soit à faire moins souvent la perfusion, soit éventuellement même à arrêter le médicament. Donc pour l'instant, c'est des choses qui n'ont pas été décrites sous Kesimpta, mais encore une fois, sous Ocrevus, elles n'ont pas non plus été décrites tout de suite. Donc c'est quelque chose à surveiller avec peut-être un peu moins sous Kesimpta que sous Ocrevus. Et puis alors pour toujours dans ces histoires de famille, il y a encore une nouveauté, mais qui est
pas vraiment une grande nouveauté dans le sens où ça reste le même produit, mais désormais le Tysabri, donc il garde le même nom, est aussi disponible en administration sous-cutanée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une perfusion intraveineuse, on fait 2 injections sous-cutanées pour une fois, c'est-à-dire une perfusion égale 2 injections sous-cutanées. Alors, on pourrait se dire, c'est bien, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de venir à l'hôpital, mais en fait non, parce que ça reste à la même fréquence que la voie IV, mais ça doit obligatoirement être fait en hôpital de jour sous surveillance médicale ou infirmière. Les patients ne peuvent pas faire les injections chez eux à domicile. Donc l'avantage, il est essentiellement que ça dure moins longtemps par contre, parce qu'évidemment la perfusion prend plus de temps que de faire 2 injections sous-cutanées. Mais en gros, c'est le seul avantage, il faut quand même venir à l'hôpital. Et puis, il y a eu une légère modification de l'indication du Tysabri en Suisse depuis le début de cette année. Jusqu'à maintenant, c'était un traitement qu'on appelait de deuxième ligne, c'est-à-dire qui était réservé aux patients qui ne répondaient pas à un traitement de première ligne, donc avaient essayé quelque chose, ça n'a pas marché, et donc on pouvait passer au Tysabri, ou bien les patients qui avaient une forme très sévère de sclérose en plaques qui justifiaient de commencer tout de suite ce médicament. Et donc maintenant, l'indication a changé. On peut le donner dès le début de la sclérose en plaques à tous les patients, sous réserve qu'ils aient une forme qu'on appelle donc active, mais ils ont enlevé le très active, et c'est plus donc un médicament uniquement de deuxième ligne. Par contre, il y a une condition absolument obligatoire, c'est que le test pour le virus JC dans la prise de sang soit négatif, puisque ce médicament augmente clairement le risque d'infection au virus JC, donc de leucoencéphalopathie multifocale progressive. C'est quelque chose qu'on surveille chaque 6 mois chez les patients qui reçoivent ce médicament, parce que si le patient devient positif pour le virus JC, il faut lui arrêter le médicament. Maintenant, tous les patients qui sont JC négatifs, qui ont une sclérose en plaques active, dès le diagnostic de la maladie, peuvent recevoir le Tysabri, qui est un médicament qui fonctionne très bien et qui lui aussi, comme le Gilenya, même si c'est pas du tout la même molécule, hein, mais est très bien supporté avec très peu d'effets secondaires ressentis au moment des perfusions et entre les perfusions. Voilà, donc on a fait le tour là des nouvelles molécules disponibles. Donc vous voyez que c'est pas des très grandes nouveautés, c'est juste des variants un peu de ce qui existe déjà, mais ça reste quand même des options supplémentaires. Alors avec tous ces nouveaux produits, plus ceux qui existent déjà, on peut se poser la question pour les patients qui ont déjà un traitement, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait changer de traitement et passer à un de ces nouveaux, par exemple. Alors, les raisons de changer de traitement, elles ont pas vraiment changé, même s'il y a des nouveaux qui sont arrivés, hein. C'est la première chose, ça peut être parce qu'il y a des effets secondaires, soit des effets secondaires qui sont gênants, mais pas graves. Donc, on parle notamment, par exemple, des troubles digestifs, des bouffées congestives avec le Tecfidera. Et puis là, on peut dire, ça vaudrait peut-être le coup de passer au Vumerity, par exemple, ou des réactions cutanées au point d'injection pour les gens qui sont sous traitement injectable. Ça peut être des raisons de dire, je change de médicament parce que je supporte plus ces effets secondaires. Il peut y avoir des effets secondaires qui sont surtout embêtants parce que là, il y a un risque grave pour la santé, donc encore une chose différente de ceux précédemment décrits. Donc ça peut être soit parce que la prise de sang montre que le foie supporte pas le médicament, soit parce que dans cette famille des IMOD, de la grande famille du Gilenya, il y a des troubles cardiaques qui apparaissent. C'est théoriquement rare, hein, une fois qu'on a fait les examens préalables, mais c'est toujours possible. Soit parce que le système immunitaire étant diminué par la plupart de ces médicaments, on fait des infections sévères ou récidivantes, et donc ça fait discuter de changer de traitement. Soit parce que sur le suivi du système immunitaire sur la prise de sang, ça c'est surtout le cas avec les anti-CD20, comme l'Ocrevus ou le rituximab, on voit apparaître une diminution chronique du système immunitaire qui peut justifier de dire qu'il faut changer de traitement, ou bien pour les médicaments qui induisent ce risque parce qu'il y a un risque de LEMP. Donc c'est le cas avec le Tysabri, avec le Gilenya et probablement, comme discuté avant, avec la famille des IMOD. Une autre raison de changer de traitement, c'est en vue d'une grossesse. Si le traitement avec lequel la patiente est traitée n'est pas compatible avec la grossesse, donc par exemple tout ce qui est les Gilenya et les IMOD sont pas compatibles avec la grossesse, l'Aubagio non plus, donc là il faut absolument changer de traitement. Les anti-CD20 sont, on peut se débrouiller en tout cas pour avoir une grossesse en tenant compte des dates des perfusions et en adaptant les perfusions au début de grossesse. Donc c'est une contre-indication relative avec les anti-CD20.
Et là, dans ces cas-là, on a deux options qui vont tenir compte du risque estimé de poussée pendant la grossesse. Soit la sclérose en plaques est une forme pas très active et c'est souvent qui était sous un traitement de première ligne pas très fort. Et dans ce cas, on peut envisager d'arrêter le traitement sans faire de relais par un autre médicament et en misant sur le côté protecteur de la grossesse pour que les choses aillent bien, parce que la grossesse en elle-même, au deuxième et troisième trimestre, est protectrice contre le risque de poussée. Donc ça peut arriver parfois dans des maladies peu sévères et peu actives qu'on envisage une grossesse sans traitement. Le plus souvent, on va plutôt proposer de changer pour un traitement compatible avec la grossesse, notamment parce qu'on ne sait jamais non plus qu'au bout de combien de temps la personne va tomber enceinte. Et c'est sûr que si la grossesse est protectrice, en revanche, la période pendant laquelle on arrête le traitement avant de tomber enceinte, ben là, il n'y a pas de protection. Donc c'est toujours un peu à risque d'arrêter sans relais parce qu'il y a toujours ce risque que la période préconceptionnelle soit longue et que du coup, il se passe une poussée à ce moment-là. Donc, dans ce cas, on peut changer pour un traitement qui est compatible avec une grossesse. C'est le cas de tous les interférons, de la Copaxone, mais aussi du Tecfidera et du Vumerity probablement, même si on n'a évidemment pas trop de données avec le Vumerity, mais probablement que c'est aussi possible avec celui-ci, ça reste à confirmer, et aussi avec le Tysabri, sachant que interféron, Copaxone et Tysabri peuvent être poursuivis pendant toute la grossesse. Le Tecfidera, en revanche, sera arrêté une fois que le diagnostic de grossesse est confirmé. Autre motif évidemment de changement de traitement, ben là c'est pour inefficacité ou en tout cas efficacité insuffisante. Alors comment on définit que le traitement ne marche pas correctement? Les définitions sont claires seulement pour les formes récurrentes rémittantes de sclérose en plaques, c'est plus compliqué pour les formes progressives. En tout cas pour les formes récurrentes rémittantes, il doit y avoir aucune poussée, il ne doit pas y avoir de nouvelles lésions sur l'IRM manuel, les deux vont ensemble, hein, c'est pas que la poussée, c'est aussi l'IRM qui compte. Et puis aussi, on ne doit pas observer de changement de l'examen neurologique avec un handicap qui s'aggrave malgré le traitement, parce que ça laisse penser que peut-être il y a un passage en forme progressive de la maladie et le traitement n'est peut-être pas celui qu'il faut pour ce type de forme de maladie. Si le traitement ne permet pas de remplir ces critères, et ça peut donc être juste parce qu'il y a pas de parce qu'il y a des nouvelles lésions sur l'IRM, par exemple, dans ces cas-là, on va proposer de changer pour un traitement plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique, sans donner un médicament un peu plus fort pour mieux contrôler la maladie. Excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Alors en revanche, qu'est-ce qui n'est pas une indication de changer de traitement? C'est est-ce que je vais changer pour essayer une nouvelle molécule dont j'ai l'impression que le mode d'action me conviendrait mieux? Alors ça, c'est pas recommandé si le traitement en cours est efficace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussée, pas de nouvelles lésions IRM, pas de progression du handicap, parce que dans ces cas-là, il y a un risque de reprise d'activité de la maladie pendant la période de changement. Parce qu'il y a toujours une période d'arrêt nécessaire de la molécule précédente. En général, on doit faire ce qu'on appelle un wash-out, c'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle on donne rien, le temps d'éliminer le traitement précédent, avant de commencer la nouvelle molécule, qui elle-même va mettre en général facilement 2 à 3 mois avant d'être efficace. Et donc ça fait toute une période pendant laquelle il n'y a pas de traitement qui fonctionne, alors qu'on avait un traitement qui fonctionnait bien. Et donc ça, c'est pas une bonne idée de changer juste pour changer, en gros. Et puis, on n'a jamais de garantie que la nouvelle molécule marchera mieux que celle qu'on prend actuellement. Donc, si l'indication, c'est simplement pour essayer un nouveau qui nous semble plus intéressant, entre guillemets, c'est clairement pas une bonne indication si le traitement actuel fonctionne. Bien sûr, il y a des exceptions parce qu'il y a des switches de traitement qu'on peut faire du jour au lendemain et là, on ne prend pas de risque du tout. C'est les switches du Gilenya vers le fingolimod MEFA parce qu'en fait, c'est la même molécule, hein. Le switch du Tecfidera vers le Vumerity aussi est un switch qu'on peut faire très facilement. Le switch de l'Ocrevus vers le Kesimpta, ça, on le fait aussi facilement parce que finalement, c'est un même mécanisme d'action et le Kesimpta va prendre le relais de l'Ocrevus. Et puis également le switch Tysabri IV au sous-cutané, parce que là encore, on ne change pas de produit, on change juste de mode d'administration. Donc ça, c'est des changements qu'on peut faire facilement. Mais voyez qu'en vrai, quand on fait ça, on ne change pas vraiment de type de traitement.
Voilà, je terminerai avec un petit rappel sur les deux façons qu'on a de traiter la forme récurrente rémitante de sclérose en plaques. Les deux types de traitements, c'est l'escalade thérapeutique versus la thérapie de reconstitution immunitaire. Alors, la thérapie d'entretien et d'escalade, c'est qu'on commence avec un médicament qui va petit à petit être efficace. L'efficacité est variable en fonction du produit qu'on prescrit. Et puis, on va chercher à obtenir une efficacité optimale, c'est-à-dire pas de poussée, pas de nouvelles lésions IRM. Si ça, c'est pas un critère qui est rempli, on va arrêter le médicament en cours, attendre un petit peu qu'il soit plus présent dans le corps et passer à une autre molécule plus forte. C'est-à-dire on escalade le traitement de plus en plus fort pour essayer de trouver le médicament efficace. L'autre façon de traiter, c'est ce qu'on appelle une thérapie d'induction ou de reconstitution immunitaire, c'est-à-dire que là, on va donner d'emblée un traitement très fort qu'on va prendre sur une période courte, soit de quelques mois ou de quelques jours répétés à 1 an d'intervalle. Et puis ça, on le donne d'emblée et ensuite, pendant plusieurs années, on va rien donner. Souvent, il y a au moins 2 cycles de traitement. Puis ensuite, on redonne plus rien pendant plusieurs années parce que ça fait une reconstitution du système immunitaire qui fait que le système immunitaire fonctionne différemment par rapport à ce qui était avant d'avoir le traitement et ça permet de contrôler la maladie sur le long cours sans avoir besoin de redonner de traitement, en théorie. Alors évidemment, c'est pas garanti à 100%, mais disons que statistiquement, la probabilité d'avoir à retraiter précocement est faible parce que les patients ne vont pas faire de poussée ni de nouvelles lésions sur l'IRM sans prendre de traitement au long cours pendant un certain temps. Et on peut parler dans ces cas-là d'une forme de CEP qui est mise en rémission. C'est pas une guérison parce que quand même, il faut continuer à surveiller et puis on peut amener à devoir retraiter au bout de quelques années. Mais en tout cas, ça peut parfois être assez prolongé comme contrôle de la maladie. Donc le principe, c'est qu'on donne le traitement sur une période courte et non continue, et l'effet va persister au-delà de la période d'administration. Donc d'abord, il y a un effet fort sur le système immunitaire, et ensuite les modifications immunitaires sur le long terme qui font l'efficacité à long terme. Donc la différence entre les deux traitements, c'est qu'un traitement d'entretien, on risque de ne pas traiter suffisamment des formes très actives de sclérose en plaques, et inversement, le traitement d'induction peut parfois surtraiter des patients qui auraient très bien répondu avec un traitement de première ligne. L'efficacité, elle va de faible à élevée en fonction de la molécule qu'on choisit pour le traitement d'entretien, à très élevé pour le traitement d'induction. La réversibilité à l'arrêt, alors bien sûr, un traitement d'entretien qu'on prend tous les jours ou tous les mois ou 6 mois, quand on l'arrête, l'effet s'arrête. En revanche, la thérapie d'induction, par principe, même quand on l'arrête, l'effet continue puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Les effets secondaires sont en général relativement faibles, mais s'accumulent avec le temps pour les traitements d'entretien. Les effets secondaires des thérapies d'induction sont potentiellement beaucoup plus élevés à la phase précoce d'administration. C'est pour ça qu'on doit anticiper les risques et faire des mesures préventives. Mais comme on le donne ponctuellement, le risque diminue avec le temps. La façon d'évaluer la réponse optimale, on la connaît très bien pour les thérapies d'entretien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait d'activité de la maladie, pas de poussée, pas de nouvelles lésions IRM, pas de progression du handicap. Donc, on sait assez bien définir un patient qui ne répond pas assez ou pas du tout. C'est un tout petit peu plus difficile avec les thérapies d'induction parce qu'il faut savoir à quel moment il faut envisager de redonner un traitement. Et donc, c'est des choses qui sont encore en train d'être étudiées, mais probablement quand il recommence à y avoir une activité sur l'IRM, même s'il n'y a pas de poussée, ça doit être le moment où il faut se reposer la question de redonner le médicament ou d'en redonner un autre où on peut repasser ensuite à une thérapie d'entretien. La grossesse, on a vu, c'est parfois difficile à planifier avec certaines molécules de thérapie d'entretien. Avec la thérapie d'induction, c'est plus simple parce qu'il suffit de ne pas tomber enceinte au moment où on fait les cures de traitement. Mais comme ce n'est pas des traitements au long cours, on peut programmer les grossesses à distance et c'est des grossesses qu'on va faire sans aucun traitement pendant la grossesse. Et donc la rémission, ça n'existe pas dans les traitements d'entretien, puisque si on arrête le traitement, la maladie repart. En revanche, avec la thérapie d'induction, comme on a dit, ça peut arriver, ça peut être prolongé parfois. On ne parle encore pas de guérison, parce que malgré tout, on n'a quand même encore pas de preuves formelles que ces thérapies peuvent entraîner des guérisons à long terme de la maladie. Voilà, donc pour conclure, les nouveaux traitements récents, c'est surtout des médicaments de famille déjà connus, donc pas de grande révolution, donc pas de changement de fond sur les mécanismes d'action, mais surtout des meilleures tolérances ou des voies d'administration différentes, et la possibilité pour certains médicaments de changer de produit pour diminuer les effets secondaires ou pour changer la voie d'administration pour que ce soit plus compatible avec la vie du patient. Voilà, et j'ai terminé.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve que ça donne un très bon aperçu des différentes familles, puis surtout des nouveaux traitements qui sont sortis actuellement. Donc, je vais juste reprendre l'écran. Voilà. Donc, je vais passer aux questions. Il nous reste à peu près 15 minutes pour les questions. Je vois qu'il y en a déjà passablement. Alors, je vais commencer. Qu'est-ce que vous recommandez en cas de diagnostic de dépression modérée sous rebif? Alors, on sait maintenant que les interférones, finalement, avant, on pensait que ça induisait des dépressions et que c'était un motif de changement de traitement. Maintenant, on sait que c'est finalement pas si lié que ça. Donc, si la dépression est modérée et que le traitement est efficace et bien toléré, on peut continuer avec le rebif et traiter la dépression. Après, s'il y a aussi des problèmes d'autres raisons de tolérance ou si jamais le médicament n'est pas suffisamment efficace, bon là, ça peut être une indication de changer. Mais la dépression modérée en elle-même n'est pas une indication de changement. D'accord. Puis, quels sont les risques à long terme de destruction des lymphocytes B par intraveineuse, par rituximab et Ocrevus? En combien de temps, mois, les lymphocytes B sont-ils reconstruits dans le sang? Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, il n'y a jamais de destruction définitive, hein. Ça, c'est pas un effet définitif sur les lymphocytes B. L'effet sur le système immunitaire, il est sur les anticorps que fabriquent les lymphocytes B, en fait. Donc, ce qui diminue avec le temps, c'est la production des anticorps qui sont fabriqués par les lymphocytes B. Les lymphocytes B eux-mêmes, ils sont jamais détruits de façon définitive. Et la durée de l'effet sur les lymphocytes B est variable d'un patient à un autre. En fait, globalement, la majorité des patients vont avoir leurs lymphocytes qui recommencent à sortir dans le sang environ au bout de 6 mois. Et après, il y a des patients chez qui ça dure moins longtemps. Il y a des patients dès le 3e mois qui ont des lymphocytes B qui ressortent et d'autres chez qui ça dure plus longtemps où ça peut mettre jusqu'à 9 mois avant de ressortir. Donc ça, c'est patient dépendant. Il n'y a pas de règle pour ça, mais la moyenne est aux alentours de 6 mois à peu près. Merci. Et puis, pourquoi cette indication pour le Tysabri a été modifiée? Parce que le médicament marche très bien, il est très bien toléré et puis en fait, si les patients sont négatifs pour le virus JC, globalement, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire du produit. Donc si on ajoute dans les conditions que les patients soient JC négatifs, bah, en fait, ça fait une opportunité de traiter très efficacement, des patients, qu'auparavant on ne pouvait pas traiter avec cette molécule. Les critères de, les critères d'indication première ou deuxième ligne sont aussi liés aux effets secondaires potentiels. Donc, initialement, ce risque de LEMP, c'était un souci avec le Tysabri. Et comme maintenant, on sait bien l'anticiper avec la sérologie du virus JC et qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres signes d'alerte avec ce produit pour d'autres effets secondaires graves en soi, eh ben, c'est pour ça qu'ils ont mis disponible pour tous les patients. Merci. Ensuite, risque grossesse sans arrêt du Kesimpta, Ocrevus possible après 3 mois. J'ai pas bien compris Risque, la question. Est-ce que c'est possible la grossesse sous Kesimpta, c'est ça, sans l'arrêter? risque de grossesse sans arrêt du Kesimpta, oui. Ocrevus possible après 3 mois. Alors, en fait, on donne pas d'anti-CD20 pendant la grossesse, que ce soit l'Ocrevus ou le Kesimpta. Donc, le Kesimpta est pas une très Mhm. bonne option pour une femme qui voudrait être enceinte parce que comme il se donne tous les mois, avec un effet qui dure pas très longtemps du coup dans le sang, c'est pas, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment couvert par le médicament quand on l'arrête et on peut pas le continuer pendant la grossesse. L'Ocrevus non plus, on donne pas d'Ocrevus pendant la grossesse, contrairement au Tysabri. Parce que ça diminue les défenses immunitaires et puis ça peut augmenter le risque d'infection materno-fétale. Donc on peut tomber enceinte dans les 2 mois qui suivent la dernière perfusion d'Ocrevus. Si on est enceinte avant la perfusion théorique suivante, ben, on ne refait pas de perfusion et on attend l'accouchement. Si par contre il n'y a pas de grossesse à la date théorique de la perfusion suivante, on va faire la perfusion suivante et on repart 2 mois après à essayer de tomber enceinte. Mais on n'administre pas d'anti-CD20 pendant la grossesse. D'accord. L'Ocrevus et le Fempira sont-ils complémentaires? Ouais, alors en fait, le Fampira, c'est un médicament qu'on peut donner avec n'importe quel autre médicament. Ça n'a pas du tout le même objectif de traitement.
Le Fampira, c'est un médicament qui soigne le symptôme. Il soigne pas la maladie elle-même. Donc c'est un médicament qui est uniquement indiqué chez les patients qui ont un problème de marche, parce qu'il a montré que environ un tiers des patients qui prennent ce médicament vont voir une accélération de leur vitesse de marche. En fait, ça se traduit essentiellement au-delà de l'accélération par un meilleur confort à la marche. Donc il faut avoir déjà une gêne à la marche pour pouvoir prendre ce médicament. Et donc lui, il agit uniquement sur la marche en fait. Donc il n'a aucun effet sur la maladie elle-même. Ça veut dire qu'il n'agit pas sur les poussées, il n'agit pas sur l'IRM. Donc on peut l'associer à n'importe quel autre traitement. Ouais, j'ai différentes. Sous Ocrevus, comment améliorer le vaccin, comment améliorer les vaccins comme Covid ou vaccins dits de voyage? Oui, bah ça c'est un peu compliqué. Il y a pas vraiment de recommandations claires, précises pour ça. Il y a un consensus assez international pour dire que pour essayer d'optimiser la réponse, il faut essayer de faire les injections le plus à distance de la perfusion précédente. L'idée étant que si on arrive à faire la perfusion à un moment où il commence à y avoir des lymphocytes B qui réapparaissent, ça augmente la probabilité qu'ils arrivent à fabriquer les anticorps contre le vaccin. Donc c'est pour ça qu'on recommande de faire, si possible, par exemple, s'il n'y a qu'une dose à faire, à 5 mois de la cure précédente, mais il faut garder au minimum un mois avant la cure suivante. Donc le moment optimal, c'est ce moment-là. Malgré tout, ça suffit pas toujours, hein, parce que comme on a dit, il y a des patients aussi qui ont un effet très prolongé sur leur lymphocyte B, et donc finalement, ils n'ont jamais de lymphocyte B au moment des piqûres de vaccin. Donc la réponse n'est pas très bonne. Par contre, on sait que, contrairement aux Gilenya, sous Ocrevus, il y a une autre forme de réponse au vaccin qu'on appelle la réponse cellulaire. Donc, c'est les cellules immunitaires qui répondent au vaccin. Ça ne peut pas se quantifier par le dosage des anticorps. Ça ne se quantifie pas en routine, mais ça a été démontré en recherche que les patients qui sont vaccinés, notamment pour le Covid, sous Ocrevus, ils ont quand même une réponse vaccinale qu'on appelle cellulaire. Donc, au global, la réponse est probablement moins bonne que quelqu'un qui n'a pas d'Ocrevus, mais elle n'est pas nulle. Alors que sous Gilenya, même la réponse cellulaire, elle n'est pas bonne. Y a-t-il un traitement pour la CEP secondaire? Oui, bon, on en a parlé, le Siponimod. Oui, et oui, le Ciponimod, oui, exactement. Ouais. Mais avec toutes les réserves dont on a discuté. Ouais. Ouais. On met aussi assez facilement, mais c'est hors indication officielle, mais par extension, l'Ocrevus a été testé uniquement dans les formes primaires progressives. Mais il y a quand même un rationnel pour penser qu'il n'y a pas de raison évidente pour lesquelles ça ne marcherait pas non plus dans les formes secondaires progressives. Donc, comme on n'a théoriquement pas la possibilité de prescrire l'Ocrevus dans les formes secondairement progressives, on peut parfois prescrire le rituximab parce qu'il y a quelques études qui ont montré que ça pouvait avoir un bénéfice, mais là encore, le bénéfice, il est toujours la même histoire. Il est surtout chez des patients qui continuent à faire des poussées ou qui continuent à avoir des anomalies nouvelles sur leurs IRM. Si ce n'est pas le cas, le bénéfice attendu, il est en général assez faible. Donc, de toute façon, dans ces formes progressives, si on essaye le rituximab, on va essayer d'évaluer. En général, on essaye au moins 2 ans. Puis, on essaye de quantifier au bout de 2 ans comment les choses ont évolué. Ce qui est toujours très difficile parce que l'évolution, elle est quand même pas non plus très rapide dans une forme progressive de sclérose en plaques. Et puis, en plus, on peut pas comparer le patient à lui-même. Évidemment, on peut pas savoir ce que ça aurait fait s'il n'y avait pas eu de traitement pendant les 2 années qui viennent de s'écouler. Ce qui est certain, c'est que si on documente une aggravation et qu'il n'y a aucun bénéfice ressenti, dans la mesure où c'est quand même pas des traitements anodins, ils ont tous des effets secondaires potentiels. Et chez des patients qui sont plus âgés, quand ils sont au stade progressif, on va arrêter le traitement si on l'a essayé pendant 2 ans et qu'on n'a pas d'argument majeur pour une efficacité. Ok. Et puis, quel risque infection et virus Covid sous anti-CD20? Alors, infection en général, ben, en fait, notamment les pneumocoques, c'est pour ça qu'il y a une vaccination contre les pneumocoques qui est fortement recommandée avant de débuter les anti-CD20. De même que la mise à jour de tous les vaccins, mais ça, c'est des recommandations aussi pour tous les traitements. Et puis, il y a aussi des risques avec l'hépatite B sous Ocrevus. C'est-à-dire qu'on vérifie avant de commencer le traitement qu'il n'y a pas une hépatite B sous-jacente, parce que s'il y en a une, même si elle ne parle pas sans l'Ocrevus, elle risque de parler sous Ocrevus. Donc, les patients qui ont une hépatite B latente
doivent être traités pendant tout le traitement d'Ocrevus. Et idéalement, s'ils sont à risque d'attraper une hépatite B, soit par leur profession, soit par leur mode de vie. Donc profession, c'est les professions de santé essentiellement. Et mode de vie, ben, ça peut être des conduites sexuelles à risque ou des consommations de drogue, etc. Là, il est fortement recommandé de se faire vacciner avant de commencer l'Ocrevus. Et puis, sinon, le Covid, eh ben, les études qui ont été faites sur les risques de Covid sévères dans la sclérose en plaques ont montré que la sclérose en plaques en elle-même n'était pas un facteur de risque de faire une forme sévère de Covid, à l'exception des patients qui avaient déjà un handicap assez avancé, où là, quand il y a un handicap important, il y a un risque plus élevé de faire une forme sévère. Et puis, à l'exception des patients qui sont sous anti-CD20. Donc, les anti-CD20 à eux seuls sont un facteur de risque de forme sévère de sclérose en plaques et puis de Covid, pardon. Et donc, comme en plus le vaccin peut moins bien marcher, en tout cas maintenant en Suisse, y compris au CHUV, on continue à le faire, même si les nouveaux variants de Covid sont probablement moins agressifs, mais toujours il continue à y avoir des patients aux soins intensifs malgré tout. On peut faire chez les patients qui sont sous anti-CD20, qui attrapent le Covid, qu'ils aient été vaccinés ou non, un traitement par anticorps monoclonal pendant les 5 premiers jours qui suivent le test positif. Donc à ce moment-là, personne n'a de forme sévère, donc on traite des patients sans savoir s'ils feront une forme sévère, mais c'est un anticorps monoclonal contre le virus et ça prévient les formes sévères. Donc les patients sous anti-CD20 sont des candidats à recevoir ce traitement s'ils attrapent le Covid, même s'ils sont vaccinés. Et il y a une dernière question que j'aimerais prendre, parce que ça ouvre un peu à la discussion future. Donc, c'est quand est-ce que la thérapie de reconstitution est préconisée et puis quelles sont les pistes prometteuses pour les 5 à 10 prochaines années? Par exemple, études sur les souris, sur la remyélinisation, les vaccins thérapeutiques. Ouais. Alors, l'indication au traitement d'induction, en fait, donc comme on a vu, c'est un traitement malgré tout qui est assez lourd. Pour l'instant, en général, parce que il y a quand même dans ces molécules une molécule qui est le Mavenclad, qui est pas un traitement finalement très fort et les effets secondaires du Mavenclad sont assez limités au final. Donc il y a différents degrés d'induction. C'est aussi un médicament qui du coup on peut pas donner non plus à des patients qui ont des formes très sévères de la maladie parce qu'il n'est pas suffisant. Donc le Mavenclad, c'est un médicament un peu à part parce que c'est une thérapie d'induction qui peut être proposée en théorie à des patients qui n'ont pas forcément une forme très sévère de la maladie. Ce qui est juste un tout petit peu compliqué, c'est que l'OFSP a reconnu ce médicament dans une indication justement de forme très active, alors que finalement, là où il marche le mieux, c'est plutôt dans des formes pas très actives. Donc celui-ci est un peu à part. Par contre, les autres, que ce soit la mitoxantrone, le Lemtrada ou l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, ça, c'est des traitements qui sont très forts. Donc, il y a des forts effets secondaires à la phase précoce de l'administration du traitement. Et ce qui fait que c'est réservé vraiment à des formes agressives de sclérose en plaques qui sont définies par des poussées fréquentes et ou très sévères et avec de grosses anomalies sur l'IRM très précocement dans l'évolution de la maladie, où là, on sait que si on prend le temps de faire des étapes et de voir si ça marche pas, bah, petit à petit, les patients accumulent déjà un handicap et on perd du temps. Et donc ça, c'est des traitements qui sont vraiment réservés à ces formes-là. Donc c'est pour l'instant une minorité de patients, sauf pour le Mavenclad, qui est une option qui est possible pour des patients clairement moins sévères que ça, parce que celui-là, il marchera pas pour des formes très sévères de sclérose en plaques. L'avenir, en fait, sur la remyélisation, alors oui, il y a beaucoup d'études chez la souris sur la remyélisation, sur les vaccins aussi. Il y a aussi des études sur le microbiote intestinal et les modifications potentielles du microbiote pour corriger la maladie. Il y a aussi des études pour regarder si on traite les patients à un stade où la maladie n'a pas encore parlé cliniquement, mais chez des patients qui ont juste eu des IRM pour autre chose et chez qui on a découvert des lésions qui ressemblent à une sclérose en plaques. Donc il y a deux études en cours, dont une dont on va avoir les résultats assez prochainement pour savoir si on traite ces patients-là, est-ce qu'on évite qu'ils deviennent des scléroses en plaques ultérieurement. Donc il y a beaucoup de choses, oui. Après, dans les choses qui vont apparaître très immédiatement, ben, les premières, ça va être ces études pour savoir si ça vaut le coup de traiter les patients qui n'ont pas d'anomalie ressentie, mais juste des IRM anormales. Ça, ce sera une première chose. Et puis pour ce qui est de la remyélisation, des vaccins, on n'est quand même pas encore à des stades où on envisage des mises à disponibilité sur le marché dans les 5 prochaines années. C'est pas encore le cas, quoi. Ouais.
faut attendre un peu plus. D'accord. Merci beaucoup. Je trouvais que cette question, ça permettait de Oui, clore aussi un petit peu ce webinaire ce soir. Euh, donc, je vais continuer avec donc par rapport aux personnes qui n'ont pas retrouvé ou qui n'ont pas trouvé de réponse plutôt à leurs questions, ils peuvent toujours nous appeler donc sur l'infoline. Donc on est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h au 0844 737 463 ou autrement vous pouvez nous faire un email sur info@sclérosesenplaques.ch. On a également des cours et formations à venir. Donc on a l'apéro CEP pour vous qui se fait à Lausanne, le webinaire sur l'hypothérapie pour les personnes atteintes de CEP, les bienfaits de l'aromathérapie, ça c'est une formation présentielle, rester en mouvement également, présentiel, et puis renforcer l'équilibre avec la CEP qui va se faire à Martigny, puis un webinaire également sur la sclérose en plaques et la sexualité. Et puis la méthode Snözelen, j'ai essayé de chercher ce que c'était. Donc c'est un temps de bien-être et puis une méthode qui s'axe en tout cas sur les 5 sens. Il y a tout un descriptif aussi sur notre site internet par rapport à cette méthode que je trouve aussi intéressante. Voilà, vous pouvez donc trouver tous nos prochains cours et webinaires en ligne sur notre site www.multiplesclérose.ch en français et puis sélectionner l'onglet Nos prestations puis la rubrique cours et formation. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. Merci, Dr Théodin, pour votre expertise par rapport à ce webinaire et je vous souhaite une bonne soirée. merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.